Victor Hugo, Sa vie, ses œuvres, page 155. On se plaît à répéter que les poètes n'entendent rien à la politique. Voilà cependant, prise entre mille, une réflexion de poète qui en dit plus que beaucoup d'assertions diplomatiques. Louis-Philippe crut évidemment que l'opinion de Victor Hugo pouvait être utile dans les affaires de l'État, puisque malgré son peu de goût pour l'imagination en politique et même en littérature, il appela celui-ci à la Chambre des Pairs par ordonnance royale du 16 avril 1845. Le nouvel homme d'État s'assit, cela donne une idée de l'âge vénérable des pairs de France à cette époque, s'assit à côté du vicomte de Pontécoulant qui avait voté la mort de Louis XVI. Devant lui se trouvait le maréchal Soult, maréchal avant sa naissance. Son président était le duc Pasquier qui, jeune conseiller, avait jugé Beaumarchais, mort en 1799. Il se montra conservateur, mais avec une entière indépendance, et ne s'asservit pas à la politique du ministère, tout en rendant pleine justice aux plus éminents des rois de l'Europe, aux sages couronnés qui laissaient tomber du haut de son trône les paroles de la paix universelle. Page 156. C'est le 18 février 1846 qu'il monta pour la première fois à la tribune pour défendre les droits des artistes, la propriété de leurs œuvres, la marque de fabrique qui, à son avis, était une signature, une responsabilité, aussi bien en matière d'art qu'en matière de commerce. L'année suivante, le 17 juin 1847, il prononça un beau discours au sujet d'une pétition par laquelle le prince Jérôme demandait à rentrer en France. Il avertit le pouvoir de s'occuper plus activement des masses, de ces classes nombreuses et laborieuses, où il y a tant de courage, tant d'intelligence, tant de patriotisme, où il y a tant de ferments redoutables, ce qui, selon lui, constituait un danger et pouvait ouvrir brusquement un abîme. Encore une prévision qui devait se réaliser quelques mois plus tard, lorsque la révolution de février 1848 emporta la dynastie de juillet 1830. Victor Hugo se jeta alors dans la mêlée. Si le gouvernement de Louis-Philippe avait tenu ses promesses et favorisé la liberté, sans doute le grand poète, plein de bienveillance et de bonté, serait resté un philosophe humanitaire, ému, attentif, se contentant d'enseigner et d'avertir. Mais lorsque se déchaîna la tempête qui, en balayant un trône, fit faire au progrès un pas en avant, son grand cœur ne pouvait rester indifférent. Il donna son assentiment à cette majestueuse forme sociale, la République, que nos pères ont vue grande et terrible dans le passé, et que nous voulons tous voir grande et bienfaisante dans l'avenir. Page 157. Il obtint environ 60 000 voix aux premières élections pour l'Assemblée constituante et fut élu aux élections complémentaires de juin 1848. Étant sincère, convaincu, exempt d'ambition et de parti pris, il fut quelque temps à choisir la place qui lui convenait dans la cohue des hommes nouvellement appelés aux affaires et se contenta d'abord de voter avec indépendance selon sa conscience. Dans sa première harangue, il se prononça fermement contre les ateliers nationaux, faisant appel à la concorde, s'adressant aux philosophes initiateurs, aux penseurs démocrates, aux socialistes. Toutes les fois, leur disait-il, que vous ne mettez pas en question la famille et la propriété, ces bases saintes sur lesquelles repose toute civilisation, nous admettons avec vous les instincts nouveaux de l'humanité. Admettez avec nous les nécessités momentanées des sociétés. Page 158. Ce discours marque nettement
la rupture avec le parti conservateur et réactionnaire. Survinrent les tragiques journées de juin. Cette insurrection avait-elle raison? Telle est la question que s'est posée Victor Hugo au début de son livre intitulé « Depuis l'exil ». Il y répond en ces termes: on serait tenté de répondre oui et non. Oui, l'insurrection de juin avait raison, si l'on considère le but qui était la réalisation de la République. Non, si l'on considère le moyen qui était le meurtre de la République. Elle tuait ce qu'elle voulait sauver. Méprise fatale. L'insurrection de juin faisait fausse route. En monarchie, l'insurrection est un pas en avant. En République, c'est un pas en arrière. L'insurrection n'est un droit qu'à la condition d'avoir devant elle la vraie révolte, qui est la monarchie. Un peuple se défend contre un homme, cela est juste. Un roi, c'est une surcharge. Tout d'un côté, rien de l'autre. Faire contrepoids à cet homme excessif est nécessaire. L'insurrection n'est autre chose qu'un rétablissement d'équilibre. Page 159. En République, toute insurrection est coupable. C'est la bataille des aveugles. C'est l'assassinat du peuple par le peuple. En monarchie, l'insurrection, c'est la légitime défense. En République, l'insurrection, c'est le suicide. La République a le devoir de se défendre, même contre le peuple, car le peuple, c'est la République d'aujourd'hui, et la République, c'est le peuple d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Tels sont les principes. Donc, l'insurrection de juin 1848 avait tort. Hélas, ce qui la fit terrible, c'est qu'elle était vénérable. Au fond de cette immense erreur, on sentait la souffrance du peuple, c'était la révolte des désespérés. La République avait un premier devoir, réprimer cette insurrection, et un deuxième devoir, l'amnistie, donc l'amnistier. Voilà. L'Assemblée nationale fit le premier devoir et ne fit pas le second, faute dont elle répondra devant l'histoire.